Je vais récapituler. Vous avez vu un éléphant qui a mangé 5 serpents d'un seul coup. Non, c'est le serpent qui a mangé 5 éléphants. C'était pas un serpent ordinaire, et il est énorme, vraiment énorme. J'ai jamais vu ça. Je sais pas exactement ce que c'était, mais il avait une tête énorme. Il a pris un éléphant dans sa bouche et il l'a envoyé en l'air. Et après, je vous jure qu'il en a fait... J'ai des grisouillis dans mon casque. Impressionnant. Et tu sais que la dernière émission, il y a eu un sifflement tout du long. Faites attention aujourd'hui. Bonjour tout le monde. C'est Smoke City. Ça va, Laurent? Ouais, ça va, mais le sifflement, tu sais, c'était pas ma faute en fait. Ça venait de l'émetteur apparemment. Ah bon? Moi, je crois que c'est mon casque qui Sinon, ça aurait été beaucoup plus fort si ça avait été moi, tu sais bien. Bon, allez, on va démarrer, putain. Merde, j'ai mon casque qui déconne à mort. Bon, je vais enlever le casque, c'est pas grave. Bon, vous êtes sur Smoke City. Moi, je préfère avec. Peut-être c'est décidé. Moi, je préfère ça. Quelle bouffonnade. Bon, voilà. Moi, je voudrais dire que il y a des gens sur qui... là, j'ai lu un bouquin. Ça fait au moins 5 ans que je n'avais pas lu un livre. J'ai lu un bouquin qui m'a vraiment pas emmerdé du début à la fin, que j'ai lu avec plaisir, et puis que c'était une belle aventure moderne. Et justement, on va en venir, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait du pathos. Tu lis le dos de couverture et tu tombes sur du pathos, sur une espèce de pathos qu'on veut te vendre, une histoire horrible, on voudrait te vendre quelqu'un qui en a chié et tout. Mais moi, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois pas du pathos, je vois une histoire d'une liberté et d'une chance extraordinaire, d'une vie extraordinaire, d'une vie comme il n'y en a pas deux, parce que c'est la sienne, c'est la seule vie de Fabrice Bénichou. Banichou qui est avec moi là aujourd'hui. Je suis vachement content, je suis super fier même d'avoir un champion du monde sur le plateau. Merci. Et c'est ça que je voudrais dire, moi, que tu vois, que Fabrice, quand on voit le dos de couve de ton bouquin qui veut nous faire croire qu'on va rentrer dans quelque chose de terrifiant. Et en fait, moi, je suis rentré dans un grand plaisir de vivre, dans un grand combat, parce que ce que les gens ils oublient aujourd'hui, c'est de se battre, c'est une liberté que tout le monde n'a pas. Et que c'est aussi une chance. Et effectivement, quand on se bat, on prend des coups. Mais en même temps, à la fin de sa vie, on pourra se dire qu'on s'est bien battu. Et moi, je trouve que tu n'en es pas à la fin de ta vie et que déjà, tu t'es bien battu et que forcément, quoi qu'il t'arrive jusqu'à la fin de ta vie, c'est quelque chose que tu as gagné. Et c'est quelque chose que tu as gagné par rapport à tous les gens qui vont lire ce putain de pathos. Je reviens là-dessus, à ce dos de couverture qui vient de chez Plomb, parce que tu as sorti un bouquin qui s'appelle Putain de vie. Et voilà, moi je voulais commencer comme ça, par te dire que tous les combats que tu as cru perdre, c'est rien par rapport à cette vie que j'ai pu lire et qui n'est pas terminée. Et que tu aurais dû écrire encore plus en détail, parce que franchement, moi j'ai été frustré à toutes les pages de ne pas en savoir plus. En fait, je vois ça comme un synopsis, ce bouquin. Alors, je vais peut-être te laisser parler maintenant. Salut Fabrice. Salut. Non, mais tu as raison quand tu dis qu'on aurait voulu rajouter dans ces détails des moments, des instants de vie que j'ai dû enlever parce qu'on m'a demandé tant de pages à faire. Alors j'ai fait les pages que j'avais à faire. On écoute les libraires dans ces cas-là, les éditeurs. Mais bon, il y a grosso modo un concentré de ce qui était ma vie. Aussi bien, ça a toujours été, on peut dire, un combat perpétuel depuis ma naissance. Et je suis constamment en combat dans ma vie. Et c'est vrai que c'est fatigant, après avoir fait un sport de combat, de devoir se relever à chaque fois. C'est usant. Il faut apprendre à tomber et à se relever. C'est que tu n'as pas eu cet entraînement-là, quoi. J'ai été préparé à encaisser les coups sur un ring, mais peut-être un peu moins dans la vie, malgré la super vie que j'ai pu avoir. Cette vie assez particulière. Mais il fallait que je recommence. Je recommencerai la même chose. Peut-être que je commettrai 2-3 petites conneries en moins, mais... Si je me souviens bien, parce que je l'ai lu il y a une semaine, et tu sais, moi j'ai une mémoire de drogué, c'est-à-dire j'ai plus une mémoire du tout. Et j'ai une mémoire de boxeur, alors tu vois, ça se tient. Je crois que tu es né en Espagne, c'est ça? Ouais. C'est ça, tu vois, je m'en souviens quand même. Je l'ai lu dans le bouquin, avec plaisir, hein, c'est vrai. Ce qui est bien, moi, ça coûte pas cher, avec lui, il lit 2-3 fois le même bouquin.
Tu sais quoi, en plus, je l'ai racheté parce que je l'ai oublié dans un hôtel en tournée. Tu vois? Donc il a fallu que je le rachète, je l'avais pas terminé. Je l'ai racheté pour faire. T'en as au moins vendu un, Ah, c'est déjà ça. celui-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. On a Echel Aldrouz qui t'a Il invité. vient d'arriver un peu qui en vient d'arriver retard. un peu en retard. Ça va. Donc, je sais pas, tu voulais voir Fabrice? Bah, et voilà, je le vois. Et en tout cas, on est ravis. Enfin, Oui, moi, mais on je n'est suis pas à la ravie, moi, télé. la première. On est à la radio. Et oui, souvent, mais c'est une formule qui est un peu toute faite, de journaliste, j'allais dire. Souvent, on dit le plus dur combat, c'est celui de la vie. C'est une formule assez réaliste. Comparé à ce qu'est la souffrance dans un ring, comparativement à celle de la vie de tous les jours, pour le commun des mortels, le pauvre mec qui se lève à 4-5 heures du matin pour aller à l'usine, taffé comme un taré, ou celui qui a des enfants handicapés, ou celui qui est malade, on ne sait pas. La vie est tellement complexe que Mais pourtant, le combat dans un ring, c'est... évoluer dans le carré. panier de crabe du milieu de la boxe, c'est Oui, bon, après c'est un quand on y apprentissage. arrive à ça, après, quand on arrive après dans la vie normale où les gens ne sont pas tous quand même des enfoirés, hein. Il n'y a pas que ça. sur On Terre. cherche à se préserver comme ça dans la vie de tous les jours. C'est un entraînement. Mais bon, après, c'est une question de personnalité. On est quelqu'un de confiant, on ne l'est pas. Je préfère, entre guillemets, de me faire baiser une énième fois et puis au moins pouvoir me regarder dans un miroir, disant, après tout, bon, j'étais con une fois de plus, tant pis. Mais la vie continue. Mais pas devenir comme ces gens-là, non, surtout pas. Et on revient à ton bouquin. Vas-y. Il démarre donc en Espagne, ton bouquin. Par la force des choses, je suis né là-bas. Ouais. T'es né là-bas, pourquoi? Parce que ton père, c'était un grand voyageur. C'est un juif errant dans toute sa splendeur. C'est un gars qui a parcouru toute sa vie le monde en recommençant à chaque fois une vie. Un fakir. Entre autres. Fakir, artiste entre autres. Oui, c'est ça. Mais professeur de yoga. C'est ça qu'on aimerait vraiment en savoir plus, par exemple, sur ton père. Tu vois, mon Dieu, c'est un phénomène. il est un peu mal présenté, je trouve, parce que ça a l'air vraiment d'un phénomène. Parce que je pouvais pas écrire un livre sur mon père seulement, et ça ferait 2 fois ce bouquin, en fin de compte. Lui, il est en train de s'occuper de la chose. Et c'est vrai que j'ai eu un père vraiment à part. C'est grâce à lui, c'est à cause de lui que tous mes bonheurs et mes malheurs sont arrivés sur cette terre. Mais bon, l'apprentissage que j'ai pu tirer de cet homme est de jamais baisser les bras, constamment aller de l'avant. Il est incroyable, il est vraiment incroyable. Je l'ai retrouvé des fois dans un état pire qu'un clodo dans la rue. Et du jour au lendemain, hôtel 5 étoiles, monsieur professeur Benichou Tamaro. Mais c'est quoi? C'est un embrouilleur ou c'est quelqu'un qui a de la chance? Non, le pire, c'est pas un embrouilleur. Justement, s'il était embrouilleur, moi je crois qu'il serait pété de thunes aujourd'hui. Il aurait roulé la terre entière. Non, justement, c'est quelqu'un de très honnête. Il n'a pas été avec tout le monde parce qu'il a fait des conneries dans sa vie, comme tout le monde. Mais c'est pas un homme parfait. Mais c'est un aventurier, et comme aventurier, il a apporté énormément de choses à beaucoup de monde, beaucoup de gens. Moi j'ai vu avec ses mains, quand il est parti en Inde. Mon vieux, c'est un gars qui est né à l'assistance publique pendant la guerre, 40-45, d'origine juive. Il était mis à part, ils ont caché qui il était. Ensuite, il a grandi dans les foyers, dans les fermes, dans le Morvan, en Auvergne, un peu partout où on plaçait les enfants de l'assistance à l'époque. Et il s'est échappé à l'âge de 17 ans, 3 ou 4e tentative, et il a réussi à prendre un bateau clandestinement pour le Venezuela où était sa vraie mère. Il a réussi en volant les papiers, tout ça, retrouver où se trouvait sa mère, et puis bon, il s'est retrouvé sur un bateau pour le Venezuela, il s'est fait attraper bien entendu, sa mère était là, elle l'attendait dans le quai, 2 limousines, lui monte dans une, sa mère est dans l'autre, ils arrivent, elle est multimillionnaire, elle a construit la moitié de Caracas à l'époque, enfin un personnage. Bon, ils s'entendent pas, ça s'engueule, après quelques mois il revient en Europe, et il s'engage dans la Légion étrangère. De là, il voit que la guerre est pourrie, il n'adhère pas du tout. Il arrive à se faire réformer de la Légion alors qu'il était engagé dedans. Ouais. Il s'est fait jeter, il remonte sur Paris, il rencontre un homme qui s'appelle Yvon Hiva. À l'époque, on faisait des spectacles de rue dans Paris.
fakirisme ou autre. Et il rencontre ce gars. Bon, vu que mon père, la douleur pour lui n'était rien, il voyait le gars, il proposait aux clients, enfin aux spectateurs, de se mettre une aiguille dans le bras, comme le faisait lui. Mais la douleur pour lui, ce n'était rien. Toi, tu glisses là-dessus, mais comment ça se fait que c'est rien pour lui, la douleur? Il a tellement chié dans toute sa vie en tant qu'enfant d'assistance publique, à prendre des coups de pelle dans le dos, à se faire battre. Ah, c'est qu'il avait mal, donc. faire Il avait mal, mais il s'en violer. foutait. Il s'en foutait, oui, tout à fait. La Légion étrangère, ensuite, il en a chié. Ça reste pareil. On peut pas dire que la Légion, c'était un parcours de santé, surtout pendant la guerre Parce d'Algérie. qu'on se demande s'il a des pouvoirs, ton père, à te lire. Et effectivement, je trouve qu'il a acquis en partant ensuite, parce que, bon, j'arrive, nous, il rencontre ce gars Yvon Hiva qui lui dit les rudiments du fakirisme, il l'intéresse, et où est le pays du fakirisme et du yoga et tout ça, c'est l'Inde. Ouais, ouais. Et il décide de partir en stop en Inde. Il traverse tous les pays de l'Est, la Russie, jusqu'à l'Inde. Mais quoi, dans les années 60, là? Dans les années 50. Juste fin des années 50, début 60, il reste là-bas 1 ou 2 ans, ou peut-être un peu plus. Et il revient en Europe avec tout un savoir de dominer tout ce qui est yoga, suggestion hypnotique, enfin bref, toute cette science hindoue. Et il décide de commencer à faire un spectacle. Ouais. Et son spectacle, à un moment, il se retrouve en Belgique, où il rencontre ma mère, qui était danseuse musical. Et ils se retrouvent tous les deux enfants là-bas. Et puis, bon, moi, je suis arrivé par l'opération de Saint-Esprit, sûrement. Vu que Bénichou veut dire fils de Jésus, alors... C'est voilà, Jésus, c'est pas un nom juif, alors? Ah si, mais Jésus était juif. Hein. Ah ouais, mais bon. Et personne n'est parfait, on le sait bien. Mais on n'aime pas trop parler de Jésus. Oh, bah, il est gentil comme mec. Ouais. Ah, c'était un grand philosophe. Enfin, on va pas refaire l'histoire. Non. Ah, lui est bien, c'est ce qu'il y a autour. Après, ce qu'ils en ont fait, la religion, c'est la pire des conneries qu'il y a sur Terre. Jésus, il est dans le Coran aussi. Bah oui, mais Jésus, même dans l'Ancien Testament, partout, il est partout. Yeshua. Marc, moi, je m'appelle Emmanuel, c'est oui, la parole de Dieu sur Terre. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est Jésus aussi. C'est le pas Fils mal, de hein. Dieu, l'Emmanuel. Enfin bon. Toi, on est tous dans le même bain. Voilà, on est tous dans le même bain, on n'est pas dans la mer. Non, moi, je crois que la foi, c'est quelque chose de personnel. C'est ni une religion, ni une... Pendant très longtemps, j'étais très croyant, je suis devenu athée, et puis avec du recul, à force de lire et essayer de comprendre, je me suis dit effectivement, il doit peut-être y avoir un créateur quelque part dans cet univers qui a créé, mais qu'est-ce qui est plus beau que la création, que l'évolution? Ce qui nous arrive aujourd'hui sur ces planètes, cette Terre, l'évolution de l'être animal, tu crois que c'est végétal. plus beau aujourd'hui? Là, je te suis pas vraiment. Parce que si, c'est beau parce que c'est la réalité. Nos HLM pourris, c'est plus beau que la jungle ça fait originelle. Ça fait partie de l'évolution. Ouais. L'évolution de l'être humain. Attends, il nous faut encore, je pense, quelques bons milliers d'années avant d'arriver à une certaine perfection. On sait qu'on est dans la 3e dimension actuellement, c'est-à-dire il y a végétal, animal, végétal, minéral, animal, et on est dans ce moment crucial de l'homme entre l'animal et puis tout ce qui est l'esprit ensuite. Mais moi, j'ai envie de revenir, justement, tu parles de croyances, et quand tu es sur le ring, il y a pas mal de combats où, a priori, tu allais perdre, et il y a une espèce de revirement, donc tu t'en rappelleras, hein, de ces quelques matchs où tout à coup, tout bascule, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que pour le coup, là, c'est la croyance? Qu'est-ce qui fait que... C'est ma droite, surtout. J'avais une droite, j'avais sûrement le bon Dieu sur la main à ce moment-là. Non, je faisais très mal, et puis bon, je pouvais retourner une situation là, sur un coup de poing. Tout changer de... Excusez-moi, moi je voulais en revenir à ma petite Ah, chronologie. il vous voit maintenant, lui? Non, mais tous les deux. Parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'avec ton père, tu es monté sur scène, en vérité. Ah oui, j'étais artiste de variété. T'es artiste de variété, oui. Mais à quel âge? À 5 ans ou à 6 ans, un truc comme ça? J'ai commencé vers 5 ans, jusqu'à mes 15 ans à peu près. D'accord. Est-ce que ça te prépare pas à monter sur le ring plus tard, pour en revenir à la boxe? Si, ça te prépare émotionnellement vis-à-vis du public, de l'ambiance, du stress, pouvoir dominer une certaine situation. Mais enfin, quand tu sais que tu vas monter sur un ring et que tu vas te prendre des coups dans la gueule... Oui, c'est pas pareil que de se faire applaudir. Tout à fait. C'est pas la même chose. Ouais. Bon, on va écouter un peu de musique, ouais. Parce qu'il y a même de la musique. Des panneaux, ouais. Tu sais, on est obligé en radio toutes les 7 minutes, sinon les gens ils se barrent, il paraît. Donc, je sais plus, ma playlist est sous mes...
Ah, c'est un truc de Higelin, voilà, une espèce de baston, mais alors là, c'est face à lui-même. Mon portrait dans la glace, c'est un vieux. J'aime bien les vieilles chansons d'Higelin. J'adore les vieilles chansons. Du temps où il n'était pas saoulant, comme aujourd'hui. N'oublions jamais que l'élite de la nation doit être irréprochable et que l'éducation du peuple doit se faire exactement comme celle des enfants. Donc voilà, on en était à la vie passionnante, mais on va pas parler que de ton père, parce que c'est vrai, ça serait comme le bouquin, on pourrait faire toute l'émission, j'ai l'impression, en parlant de... Si on parle à chaque personne de ma famille, je crois qu'on peut faire toute l'émission. C'est tous les phénomènes de ma mère, c'est quelque chose. Encyclopédie des bénichoux. Oh, ouais. oui, c'est terrible. Mais tu vois que tu as du boulot jusqu'à... Je crois. Tu Oui. t'inquiètes, à la fin de ton livre, tu t'inquiètes un peu de ton devenir. De la réalité. Oui. Parce que bon, les gens s'en foutent du malheur des autres personnes. C'est bien beau Bah ouais, à moins de le raconter bien, quoi. Il faut se dire qu'on n'est pas différent que les autres. Tout le monde en chie. Ouais, même et surtout les champions du monde, parce que quand tu es champion, tu peux forcément mettre de n'importe quoi. Il n'y a pas que en boxe. Quand tu es le meilleur, eh ben, tu peux que après. Ou alors il faut se flinguer. Quand tu es le meilleur, il faudrait avoir le courage de se flinguer en étant meilleur. C'est ça qu'on pense souvent. Mais parce bon, que on n'a pas le courage. forcément, tu vas dégringoler. Donc, forcément. Tu n'y as pas pensé au début, parce que ça, Oui, tu le sais, quoi. Pas au début, non, mais plutôt sur la fin. Tu te dis merde, qu'est-ce que je fais? Ouais, mais à la fin, c'est trop tard. Ouais. On se raccroche à quelque chose. T'as fait la fourmi. Il faut arriver à trouver un palliatif à ses émotions. Et je crois l'avoir trouvé en fin de compte. Bien tard, mais je l'ai trouvé. Quand tu as l'amour de ton gosse et de ta femme, je crois que le reste, surtout tes gosses. Les mômes, c'est ce qu'il y a de plus sacré en fin de compte. Et ça te manque pas de mettre un pain dans la gueule à quelqu'un de temps en temps Si, souvent. Il y a des cons qui ça me démange, mais bon. Oh, je vais m'entraîner avec mon boss. Parce que tu sais, moi j'adorais ta façon de te battre, parce que t'étais vraiment furieux, quoi. Un petit teigneux. Ah ouais, c'est la trouille qui me rendait comme ça. Ouais, mais en même temps, c'était bien. Enfin, moi j'ai le souvenir de toi à l'époque où tu boxais. Je regardais pas trop la boxe, mais j'ai vraiment le souvenir de toi parce que tu me plaisais, parce que tu ressemblais à ce que moi j'étais à l'époque. Tu sais, j'étais quand même une sacrée petite. J'étais pas tout chromé comme maintenant. J'étais un petit nerveux, puis j'aimais bien. J'aimais bien, ouais. Enfin, surtout, j'aimais bien faire chier. Alors, c'était souvent les autres qui me tapaient dessus. Enfin, il fallait que je me défende. Non, si tu veux. Plus facilement au petit. Hein. Mais j'adorais ton style de. C'est un peu comme Tyson, tu rentres la tête et tu mets des coups sans regarder, quoi. C'était attention, t'étais un peu bulldozer quand même. Hein. Moi, j'aurais pas aimé être en face de toi. Quoi, les gens croyaient que je prenais vraiment des coups. J'en prenais pas autant que ça. Non, t'en mettais plein. J'en mettais plein. Ouais. Surtout que j'avais une technique proportionnelle à ma taille, à ma façon d'être, à mon physique. Alors, j'étais plutôt bon technicien dans mon style de battant. Donc, j'étais pas un styliste, c'est clair. C'était le style Bénichou, quoi. Voilà. Mais c'est ça qui est bien. Moi, c'est pour ça que je t'adorais, quoi, parce que tu avais l'air de sortir tout droit d'une boîte d'allumettes, quoi, tu vois. On aurait une tasse. Comme un diable. Pim, puis tu râlais tout le temps aussi. Parce que c'est ça qu'il faut dire aux gens. Bénichou, c'est un boxeur avec une grande gueule. C'est peut-être un petit bonhomme, mais t'avais une grande gueule quand même. Ah ouais, je provoquais énormément. Jamais content. Je fais du spectacle au maximum, je la ramenais. Au moins, je sais que je remplissais une salle. La moitié du public venait me voir gagner, l'autre moitié venait me voir perdre. Mais au moins, c'était jamais vide. Et tout le monde disait que tu faisais partie des forains. Pourquoi on disait que tu n'étais pas un forain? Non, je suis un voyageur dans un sens. Mais bon, je suis pas forain. Même si on a des... C'était un raccourci à l'époque? Ah oui, c'était un raccourci, je pense. Parce qu'ils ne savaient pas, justement, ils demandaient de ton père, c'était un ovni. Voilà, on est très atypique dans le monde classique des sportifs. On était plus... on nous attribuait plus le côté forain. Mais bon, je n'étais pas forain non plus, quelque part. C'est vrai qu'à l'origine, la boxe, ça vient des fêtes foraines, non? Non, la boxe, les premiers combats, c'était pas anglais, c'est Angleterre. Enfin, à la vieille origine, c'est gréco-romain, le pugilat, et puis... mais sinon, la boxe moderne, c'est en Angleterre que ça a commencé dans les années 1700 ou 1800, je ne sais plus combien, par sœur... merde, j'ai pas l'air con, là, je ne plus savoir qui c'était. Ouais, c'est pas grave. Mais bon, c'était un sport très noble, très beau. Est-ce que parce que ce que les gens ils se rendent pas compte, ils ont qu'à essayer, même juste je
chez eux. Hein. Il suffit de sautiller en gardant les mains à hauteur du visage. Il suffit de sautiller sur place pendant 3 minutes pour se rendre compte que un match de boxe, putain, mais ça doit être... parce que c'est facile de se battre aussi dans la rue. Ça dure même pas 3 minutes, en fait. Une baston de rue. Faut que ça aille vite dans la rue. C'est un coup de poing et c'est fini. Elle dure 1 minute et demie, la baston de rue. Couilles, hop, alors qu'un match de boxe, ça dure une demi-heure, en fait. Plus, avec 2 dépend, rounds de 3 minutes. Oui. Bon, ça peut durer 36 minutes, plus les rounds d'arrêt. Et c'est un truc de fou. Les gens ne se rendent pas compte à quel point les boxeurs sont en fer. Moi, c'est un truc qui... En fer ? En fer, ouais. Mais vous non, êtes des hommes en fer. Non, on n'est pas en fer. C'est qu'on apprend à encaisser, on apprend à... Il y a la condition physique. Oui, mais c'est ça. C'est délirant. Tout ce que tu peux avoir dans les pattes, le souffle que tu peux avoir, le cœur que tu dois avoir. Enfin, c'est un tout. Et aussi l'oxygénation de tes muscles pour pouvoir tenir tout ce temps-là sans être tétanisé. Et justement, comment on fait pour après ne plus rien foutre de tout ça, en fait? Parce qu'il y a un moment où tu arrêtes, forcément, puisque il n'y a pas de raison d'aller si loin. Est-ce que ton corps, il est en paix ou est-ce qu'il réclame un peu de temps en temps Terriblement, il réclame. On produit de l'andromorphine à ça, haute dose. C'est comme une drogue, le sport. C'est une drogue, c'est évident. Et à un moment, notre corps réclame une activité. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas arrêter complètement le sport. On est obligé de continuer. Footing, muscu, s'entraîner. Maintenant, je fais du sport pour rester belle, c'est tout. Sinon, j'ai plus spécial. Si je vais dans la salle de boxe, des fois, c'est avec mon patron pour me taper avec lui. Mais le seul problème, c'est qu'il pèse quand même 120 kilos. Le mec, c'est un ancien judoka d'époque de Douillet, Cédric Dermet. Je ne sais pas si tu as entendu parler. C'est le champion de France, un grand champion. Et bon, c'est clair, ça fait du bien, mais une fois de temps en temps. Je suis plus assidu à l'entraînement. Et entraîneur, tu pourrais pas être entraîneur de boxe? C'est difficile d'être entraîneur car toutes les émotions que tu peux ressentir en tant que boxeur, monter sur un ring, la peur, l'angoisse, l'enjeu, tu le ressens comme entraîneur. Sauf que tu ne peux pas être actif. Tu es en bas au coin du ring, tu vois le mec en prendre plein la gueule. Et donc tu as 2 fois plus mal, en fait. Tu as 2 fois de plus mal parce que tu t'attaches forcément à ton poulain. Il faut qu'il y ait quand même une certaine osmose, une certaine... Et ça te fait peur d'avance, c'est une trop grosse charge, tu n'as plus envie de vivre ça. Quoi. C'est surtout ça que j'aimais pas dans le sport de haut niveau, c'est ces émotions. Il vaut mieux dégager, n'avoir jamais boxé pour être entraîneur. Donc, souvent les entraîneurs étaient boxeurs auparavant. Non, souvent les entraîneurs étaient des petits boxeurs, pas des grands boxeurs. C'est rare d'avoir vu des champions qui deviennent entraîneurs, il n'y en a pas beaucoup. Non pas parce qu'ils sont moins bons ou autres, mais il y a certains qui sont très bons comme entraîneurs et pas bons comme boxeurs, vice-versa. Et puis il se trouve également qu'ils ne veulent pas ressentir de nouveau les mêmes émotions et sensations qu'on peut avoir en tant que boxeur, qui est quand même très forte, qui sont très fortes. Mais c'est vrai parce que je pensais à ça hier, moi, parce qu'avec Aïcha qui a fait un film sur la boxe, on a vu une projection hier, et il y a quelqu'un qui posait la question... Pourquoi faire du cinéma avec la boxe? Et en fait, moi, j'ai été une seule fois, après un match, j'accompagnais un type qui a perdu un titre de champion d'Europe ce soir-là, quoi. Et moi, ce que j'ai vécu dans la loge après, c'était un vrai film, quoi. J'ai l'impression d'être au cinéma parce que ça m'a pénétré comme le meilleur des films que j'ai jamais vu. Enfin, pas le meilleur des films, mais par si le désespoir, ouais. Par tous les sentiments qui se sont passés dans ce vestiaire en une demi-heure de temps, le temps que le mec il prenne sa douche, qu'il se remette un peu des coups qu'il avait pris dans la gueule par un petit jeune qui lui avait démonté grave, quoi, tu vois, un petit furieux. Et puis, il y avait le dépit de ce champion de France qui était plus champion de France, et il était champion de France 1 heure avant. Et il y avait le dépit de ses potes qui essayaient de le consoler sans le consoler, parce que sinon, ça l'aurait énervé. Et puis, tu avais le nouveau champion qui arrivait, la tête basse, qui était désolé. Tu vois, qui était désolé de lui avoir piqué sa ceinture. Ça s'appelle du respect, ouais, c'est bien. Mais tout ça, c'était moi, je m'en souviens vraiment bien parce que c'était comme... et je te comprends quand tu dis ça, parce que c'est que de l'émotion, mais à tous les étages. C'est pas que sur les rings, la boxe. C'est de l'émotion partout. C'est ce qui est formidable avec la boxe. C'est des chevaliers, quoi. Moi, c'est pour ça que j'insiste là, que je fais mon petit discours, parce que moi, j'ai vraiment vécu un petit peu là, dans un univers de chevaliers, de gens de respect, et puis de gens gentils et de gens marrants aussi. Et quand on te lit, on s'aperçoit aussi qu'un boxeur, c'est pas un abruti qu'on pourrait croire. C'est des gens qui savent très bien s'exprimer, c'est des gens avec de l'humour, c'est des gens. C'est un panel de la société, la boxe, en fin de compte, assez complet, dans le sens qu'on ressent toutes les émotions
d'une société courante dans tous les domaines, la joie, la tristesse, la Mais douleur, multiplié, bien entendu, enfin concentré surtout. Et il se trouve que chez les boxeurs, c'est pareil, il y a des êtres qui sont bien, il y a d'autres où c'est des vrais cons, comme partout. Moi, je sais que j'ai pas spécialement d'amis dans la boxe, à part un ou deux potes, c'est tout. Mais j'ai beaucoup de respect pour le boxeur, attention, ceci étant. Maintenant, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de formidable avec la boxe, c'est pourquoi c'est un sport très filmé et cinématographié. Parce que Il y a tous les éléments pour les émotions tellement fortes, tellement il y a du les grands suspense, films du sur drame, la boxe qu'il y a. Nous ne gagnerons pas ce soir, ou alors l'autre film avec Paul Newman. Merde, j'oublie, tu vois. Moi aussi, j'oublie les choses. C'est des coups dans la gueule. Mais bon. Mais c'est vrai que déjà, il y a le cadre du ring et le cadre de la caméra qui fait que les cinéastes et réalisateurs peuvent raconter plein d'histoires, quoi. Tous les éléments sont là. Il y a la dramaturgie qui est très forte. Qui est très forte, ouais. Et puis il y a surtout également, comme on dit, il y a tout un panel social. Il y a ceux du bord du ring, c'est des mecs pétés de thunes, hyper riches. Il y a le peuple derrière. Tout le monde, c'est rare de voir par exemple une vraie mixité. Il y a Saturnin. Oui, aussi, oui, il y a de tout. Non, mais c'est rare de voir dans un combat de boxe, par exemple, des bastons en public, comme on peut voir dans le foot ou autre chose. Il y a un certain respect, un peu comme dans le rugby. Ouais, c'est vrai, ça. Une certaine noblesse qu'il n'y a pas dans d'autres sports. Par contre, il y a eu des bastons dans le ring. Ah oui, dans le ring, oui. C'est arrivé même avant, même pendant Ouais. les conférences de presse. Dernièrement, j'ai eu une conférence de presse où, à Las Vegas, il y avait des poids lourds qui combattaient. Baston pendant la conférence de presse, et quand tu vois un poids lourd avec l'agilité d'un chat sauter sur une table pour sauter sur les mecs qui commençaient à taper, tu te mets sous la table et tu te caches et tu laisses passer, quoi. Non, c'est impressionnant. Bon, écoutez, Tom Waits, c'est un bastonneur quand même lui aussi. C'est un bastonneur il prend les musiques, il les transforme, il les jette par terre et avec lui, ça rebondit. C'est moi. J'ai un petit souci. Un de mes associés a dépassé les bornes. Je suis sûr que tu sauras le remettre dans le droit chemin. Yes. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est mystique. Tu vois, là, du coup, tu m'as coupé la chic. J'avais un truc vachement intelligent à dire à Fabrice et je ne sais plus quoi dire maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme connerie? Un gros poncif sur la boxe. Donc tu retiens pas tout en bouquin parce que des conneries, il y en a. Des conneries, il y en a, oui, mais moi je conseille aux gens de le lire d'ailleurs. On va faire un peu de pub. C'est Fabrice Bénichou, Putain de vie. C'est sorti chez Plomb. C'est sorti il y a combien de temps? Novembre. Novembre, et ça se vend? Oui. Ça marche pas mal du tout. Tu fais de la promo? J'en ai fait pas mal de promos, télé, radio, et puis... De quoi ils te parlent les gens, justement, qui t'accueillent Ça parle beaucoup du livre, comment ça a été écrit, pourquoi, comment, à quel moment c'est arrivé. Alors bon, c'est tout un... Tu vois pas une tendance dans la curiosité journalistique? Oui, bien sûr, la première tendance, c'est de savoir si j'ai eu un nègre pour l'écrire ou pas, quoi. Ah ouais? C'est marrant, c'est une question que je m'étais même pas posée un seul instant. Vu que c'est vrai. Et alors, t'as eu un nègre ou pas? Ah bah non, j'ai pas eu de nègre. J'ai eu des mecs qui m'ont aidé à le mettre en page correctement, à l'écrire correctement, bien entendu, parce que je suis pas écrivain. Mais le bouquin, c'est mon histoire. C'est toi qui l'écris, oui, bien sûr. Et on peut voir même quand on lit le livre, c'est moi qui parle, parce que j'écris comme je parle. Ouais, c'est pour ça que j'ai pu le lire, c'est parce que j'ai eu l'impression de passer une soirée avec toi. Il y a même les petits dessins et tout dedans qui expliquent bien. Les petits dessins? J'ai pas eu de petits dessins. Putain, j'ai zappé, quoi. Ça m'a fait peur, je me suis dit merde. Pierre Mano. Bon. Moi, qu'est-ce que je vous pourrais dire là? Aide-moi, Aïcha, putain. Aïcha, t'aurais pu lire le livre quand même. C'est vrai, elle n'a pas eu le temps. Je l'ai passé à Mano qui devait me le rendre, qui ne me l'a jamais rendu, mais bon, c'était quand même de mon initiative, quand même. Pourquoi tu as été au Panama finalement? Pourquoi si loin? Écoute, c'est un, comme ils appellent, una cuña. Parce que ce qu'on peut dire aux gens à propos de ton livre, excuse-moi, ce qu'on peut dire aux gens à propos de ton livre, c'est que c'est un retour en arrière alors que tu es au Panama pour une espèce de fuite en avant
C'était tout dans laquelle tu attends une victoire, que tu sais que tu vas perdre d'avance, mais tu y vas quand même. Non, pas perdre, justement, Dans au le fur et à mesure. Ou alors c'est que quand tu écris le bouquin, tu sais que tu as perdu, alors ça se sent. Non, c'est que pendant l'écriture du bouquin, j'avais toutes mes doutes, toute cette peur de me dire, je n'ai pas passé. Car je savais que je combattais pas simplement un adversaire, je combattais un système. J'étais un vieux qui revenait là, j'avais pas bloqué la route à certains jeunes. J'avais même signé mon champion du monde avant. Parce que tu arrives à quel âge? À 40 balais, c'est ça? Ouais, pour reconquérir un titre mondial. Je suis pas passé loin. C'est un truc de fou quand même. Je suis pas passé loin, c'est con. Mais bon, quelque part, c'est un mal pour un bien, d'accord. Je suis allé au bout de mon histoire, je peux fermer mon livre et passer à autre chose. Car tant que tu n'as pas vraiment fini comme tu le veux, en 98, mon premier arrêt sérieux que j'ai fait, c'était en 98, après ma défaite de championnat d'Europe. C'est pas l'adversaire qui m'a battu, c'est moi qui ai perdu. J'avais pas envie de gagner, j'en avais marre. J'ai abandonné. Le gars avec un bras derrière le dos, je le bouffais. Mais bon, il se trouve que... Fula, hein, c'est ça, Pierre Fula. Ah, il y avait Pierre en Fula, pleurs, je me souviens de ces images. Bon, ça fait partie du spectacle français. Non, j'étais vraiment malheureux à ce moment-là, car j'avais compris la connerie que j'avais commis. Et il y a ensuite on passe dans un vasistas, on se retrouve pendant quelques années, à un moment où on ne sait pas quoi faire de notre vie, où retrouver ses émotions, ses sensations, cette réussite. On rêve, on se dit tiens, bon, je suis assez connu, j'ai fait assez de fric, tout ça, je vais me retirer. J'avais pas fait assez de fric, loin de là. J'en devais un paquet plus qu'autre chose. Et puis bon, j'avais rien de signé, rien de sûr par la suite. Quand j'ai commencé à être consultant sur France 2, ça marchait très bien jusqu'à que l'autre truffe, comment il s'appelle, le mec de Canal. Lescure Monsieur Box de Canal+. Non, pas Boutier. Il était dans la boxe avec... merde, je me rappelle plus de son nom en plus. Bon, on s'en fout. C'est l'autre avec des cheveux blancs. Ils ont la science infuse, les mecs. Ils m'ont dit dégage. Bon, je dégage, et puis voilà. Puis on cherche à se reconstruire, mais bon, toutes les portes se ferment. Pourquoi? Pas de diplôme, pas... J'ai beau parler 5-6 langues couramment, j'ai beau savoir plein de choses et tout, et si t'as pas de diplôme en France... C'est ça qui est incroyable quand même dans ton histoire, c'est parler 5 langues. Déjà, pour un boxeur, ça paraît fou quand même. Pour n'importe qui, pas pour un boxeur. Même pour un type lambda, je dirais même. Mais pour en revenir à ce bouquin, c'est même pas juste parler 5 langues, c'est avoir vécu tout ce qu'il a vécu aussi. C'est-à-dire que finalement... J'ai plusieurs vies dans une vie. Bénichou, c'est un mec, il est super riche, en vérité. Ah oui. Il a beau peut-être pas trouver de boulot, mais c'est une richesse sur pattes. C'est une expérience aussi. Quoi que du boulot, je l'ai retrouvé, c'est... Enfin, non, mais c'est ce que tu es en train de dire. Non, tout à fait, j'en ai chié longtemps avant d'en trouver. Mais c'est vrai que la richesse humaine que j'ai pu acquérir au périple de ma vie, c'est unique. Il y a plein de gens qui voudraient être à ma place. Bah oui, et c'est ça que tu devrais être payé pour le raconter en permanence, moi je dis. Enfin, ou au moins t'en parles. Bah ouais, non, mais je suis pas payé aujourd'hui pour en parler, c'est con, sinon je t'en filerai un bout. Non, enfin moi, mais en même temps, on va pas s'apitoyer sur toi parce que c'est ce qui pend au nez à tous les boxeurs, quoi. Du moins à beaucoup de boxeurs. À tous les sportifs de haut niveau, même, je crois bien. Il y a des sports où on vient te chercher pour être sponsor de. Absolument. Tu vois, on va pas mettre Bénichou pour vendre des Kinder. C'est une question de structure, après une question d'entourage de structure. Quand il y a d'autres sportifs qui arrivent à s'en sortir, il y a des conseils, ils s'entraident en équipe, c'est différent. La boxe, c'est vraiment particulier, quoi. C'est un monde particulier. Comme je t'ai dit, on est des chauds de course. Quand on ne sert plus à rien, on nous fait piquer. Et puis voilà. Ouais, t'es pas Zidane, quoi. Ah non, loin de... Tu fais pas vendre du shampoing. Regarde, à la place à qui je joue. Du shampoing pour un chauve, ça va être difficile, mais bon. C'est vrai qu'il fait du shampoing assez fort. Pourquoi que moi je commence à être chauve aussi, mais... Bon, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'une connerie. T'as pas une connerie, une histoire de boxeur? Il n'y a pas des vannes de boxeur, tu sais, dans la musique, on a des vannes à la con. Ouais, attends, je te dis, une vanne intellectuelle en boxe, ça vole pas haut. Et bah justement, t'en as pas une, là, une vanne de boxeur, allez, putain, une exclusivité, là. Oh, une exclusivité de vanne de boxeur. Qu'est-ce que tu me prends en dépourvu, là? Ça m'est arrivé, ouais, souvent sous les douches. Surtout, ça fait peur quand tu es aux États-Unis, dans ces salles de boxe américaines, et que tu vas aux douches et tu as l'impression d'être en tôle. Tu es là en train de te laver, tu as deux gros blacks à un droite, à un gauche, deux armoires. Tu dis putain qu'ils leur prennent pas l'idée de faire un petit blanc parce que je suis mal. Ça, c'est des instants d'angoisse extra-sportifs que tu peux avoir dans le monde de la boxe.
Ensuite, c'est toutes ces séductions que tu peux également avoir parce que tu es champion du monde, champion d'Europe ou boxeur tout court. Alors, tu baises à tire-larigot quand tu es jeune, tu en profites un max. Bon, ça atteint bien entendu ta vie familiale. Mais bien fait pour ta gueule, tu as qu'à faire attention. Et puis, toutes ces richesses, pognon, voiture, tu claques des doigts, tu as ce que tu veux. On dirait que le boxeur a un statut à part chez les sportifs. Il est vu différemment, on dirait, c'est vraiment la tête. C'est parce que c'est le fait qu'ils se prennent des coups, Je sais pas, lié à quoi c'est le Parce que côté c'est vrai qu'il y a gladiateur, une espèce d'aura autour du boxeur. Mais c'est aussi la façon dont c'est organisé la boxe, c'est-à-dire que c'est vachement plus opaque pour le kidam de savoir finalement. Enfin, on n'a même pas l'impression qu'il y a une fédération parce qu'il y en a plusieurs. Non, il y a une fédération nationale, une fédération européenne. Ouais. Et au niveau mondial, c'est vrai qu'il y a 3-4 fédérations. Mais ce qui n'est pas un mal, parce que pendant longtemps, on a critiqué le fait d'avoir plusieurs fédérations, plusieurs championnats du monde, et ainsi de suite. Mais tu as aussi des entrepreneurs, des gens comme les Zacharias, par exemple. C'est quoi ça? Ce sont des hommes d'affaires, des promoteurs. On a l'impression que c'est eux qui font la boxe plus que la fédération. En France, oui, ils gèrent totalement. Ils gèrent tous les combats, ils font les champions. Tout et passe les par eux quand même. Tout passe par eux, et c'est ça qui n'est pas très normal. Non, c'est pas que c'est pas normal. Le fait, c'est qu'en France, on n'a pas une opposition suffisamment forte à ce système, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a Don King, il y a Bob Arum, il y a d'autres promoteurs. D'accord, c'est qu'il n'y a pas la concurrence. Mais là-bas, il y a une fédération très puissante. Ok. Et ici, la fédération puissante, c'est les Zacharias. Voilà. Et tu échappes pas. Même si la nouvelle fédération, elle veut bien faire, assainir le monde de la boxe et autres, ainsi que le ministre des Sports, tout le monde. Mais bon, parce que la réalité est que... Est-ce que c'est pas ça qui fait que justement la boxe elle a ce côté un peu marginal comme sport? Complètement. Est-ce que c'est pas l'opacité comme ça de la façon de l'organiser? Oui, c'est ça. Tout à fait, complètement. tout à fait, bien Parce sûr. que les bourses sont bizarrement calculées, énormes ou misérables pour certains. Pour le boxeur, misérable, énorme pour la promotion. C'est ça, donc... je me souviens moi j'avais été contacté il y a quelques années par des boxeurs justement qui voulaient créer un syndicat de boxeurs. C'est vrai, mais moi j'étais tout prêt à les soutenir ils se foutraient de leur gueule. Parce que c'est les gens qui se font exploiter quand même. Il y en a énormément. Pour un champion, c'est pire que le showbiz en fait, la boxe. Pour un champion, t'en as 1000 qui c'est bien pire que le showbiz, bien entendu. C'est pire, oui. Parce qu'en plus, tu te fais taper dessus. C'est le problème, on se fait taper dessus déjà, on prend des coups dans la gueule. Bon, même si les coups au figuré font beaucoup plus mal des fois que c'est au propre. Ouais. Mais surtout le fait de faire un groupement de boxeurs qui vont combattre un système j'y crois absolument pas, car parmi ces boxeurs, ce sera ou forcément tous des anciens boxeurs, ou alors des petits boxeurs qui réussissent pas à être des grands champions, parce que ceux qui... Mais toi, justement, ça te dirait pas, toi, de rentrer en politique? Oh, tu es fou, toi. T'es pas assez combatif? Je suis pas assez maso. T'es pas assez maso, ouais, d'accord. Non, et puis bon, je suis pas quelqu'un... Comme disait Oscar Wilde, j'ai retenu cette phrase, l'ambition est le dernier refuge des ratés. Et je pense que c'est un peu vrai, car je suis quelqu'un qui n'est pas du tout ambitieux. J'ai ambition de réussite matérielle, je parle. Maintenant, j'ai pas envie de réussir ma vie matériellement plus que ça. Je veux avoir de quoi bien vivre et autres. La richesse n'est pas qu'un but pour moi, si ce n'est que la richesse spirituelle ou émotionnelle. Oui, mais là, on parlait de politique. Mais en politique, il faut quand même avoir les dents longues et puis avoir une ambition autre. Quand tu vois tous les politiciens d'aujourd'hui, tu vas me dire que ce pas des hommes d'affaires avant tout. On prend un gars comme Sarkozy, bon patron d'entreprise. Il gère bien la France comme il faut, intelligemment, avec ses intérêts, sans émotion, sans hypocrisie quelque part, je trouve, parce qu'on sait à quoi s'attendre, contrairement aux politiques d'avant qui étaient très hypocrites, superficielles, on le prenait pour des cons, mais on la mettait aussi profonde. T'es sarkozyste alors? Oh non, je suis ni Sarkozy, je suis aussi objectif, simplement, par rapport au système de la société actuelle. J'ai ni gauche ni droite, je m'en fous éperdument, du moment que c'est pas l'extrême droite, bien entendu. Les pauvres, ils ont que leurs couilles pour tenir debout, et encore. Non, je suis vraiment ouvert à toute forme de pensée, du moment qu'elle est constructive et qui est logique, censée pour... Qu'est-ce que tu penses des expulsions, des quotas d'expulsion, par exemple, en ce moment? Écoute, je trouve ça inhumain au possible, mais peut-être qu'ils n'ont pas le choix dans la politique française qu'ils sont en train de faire actuellement. C'est à choisir... Ils n'ont pas le choix? C'est une manière égoïste de penser, c'est-à-dire, on pense à nous, Français d'abord, ou si
ça sert à quelque chose aux Français. Mais maintenant, si c'est pour faire plaisir quelques blaireaux de se dire tiens, on nettoie la France, c'est une connerie. Enfin, moi, je dis ça d'un point de vue. Alors que j'ai beaucoup voyagé, c'est dramatique. Ça sert à rien aux Français d'expulser des lycéens et la chasse aux enfants qu'on fait et les quotas d'expulsion. Je vois pas à quoi ça nous sert à nous. Si, ça sert à montrer aux gens à quel point ils sont minables. Tout simplement, ça fait peut-être ouvrir. Moi, je dis le bon côté d'un Sarkozy, c'est que ça va faire réagir les Français, ça va les réveiller, ça va leur ouvrir les yeux en se disant bon, on n'est pas endormi comme était dans les politiques antérieures. Avant, on t'endormait. Aujourd'hui, au moins, ça te fait bouger optimisme. Autant être optimiste et constructif. Parce que si tu le vois d'un point de vue négatif, quoi, ça, c'est la théorie autonome qu'il fallait fomenter la répression pour que les gens se révoltent. Mais aujourd'hui, les gens, c'est tellement tous des petits bourgeois qui à cause de qui? À cause des systèmes antérieurs, on a été assistés. Ils sont pas prêts de se révolter, les gens, tu sais. C'est pas des boxeurs, justement. On devrait ils vont pas se relever. Leur inculquer un peu plus la méthode Coué dans la tête, et puis ça leur ferait pas de mal. Non, justement, ils préfèrent se dire que c'est de la faute aux immigrés. C'est trop facile. On sait toujours que c'est de la faute de quelqu'un qui a moins de chance que les qu'eux. immigrés en France. Qu'est-ce qu'on ferait sans les immigrés en France? Je me demande bien. C'est pour ça que je me demande bien qu'est-ce qu'on va foutre une fois qu'on les aura tous expulsés. On va commencer à virer les Français ensuite. On va revenir. Tiens, toi t'es juif, hop tu dégages. Ah toi t'es arabe, hop tu dégages. Allez, Sarko dégage. Non, je crois pas qu'on en arrivera là. Je pense que l'homme c'est un chef d'entreprise. Il cherche à gérer la France comme une entreprise. Il y a le côté positif. Mais la France, c'est le pays des droits de l'homme avant d'être une entreprise. Quel droit de l'homme? Depuis quand c'est le droit de l'homme? Même quand il y avait la gauche au pouvoir, c'était pas les droits de l'homme. Mais c'est pas une raison pour les oublier. Ah non, c'est sûr, loin de là. C'est pas parce que c'est les représentants qu'on a des choses sont des bidons que les choses sont bidons. C'est ça qu'il faut remettre un peu sur le tapis. C'est qu'il y a des vraies idéologies qui tiennent encore le coup, comme les droits de l'homme. C'est pas une idéologie, ça me paraît des évidences. Totale. Elles sont pas portées par moi, j'ai envie de revenir un peu à la boxe. Si pourquoi on va pas au JO gueuler? Pourquoi on n'a pas les couilles de gueuler au JO? C'est aussi les droits de l'homme, c'est-à-dire que le plus faible, à un moment donné, il est défendu. On peut parler des juges. On n'achève pas les mecs sur le ring. Parfois, les juges, ils ont été un peu contre toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça fait partie du business de la boxe, tout simplement. On sait à quoi s'en tenir. Il faut en tirer quelque chose de positif de ces défaites. Savoir comment être meilleur, comment évoluer et être plus solide mentalement. C'est quelque part, je leur en remercie d'avoir été comme ça avec moi, car ils m'ont rendu encore plus solide mentalement. J'ai appris à me dire, bon, les cons sur Terre, ça existe, il faut savoir faire avec. Je crois pas au combat de face avec certains systèmes, certaines personnes. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Il faut avoir suffisamment d'intelligence, de subtilité pour pouvoir contourner ces situations et leur faire face dans une position de force. Ce qui est facile à dire, à faire. Ce qui est facile à dire, oui, pas évident. Et comment on repart surtout, c'est ça? Quand quelque part on a subi une injustice on repart sur les bonnes choses qu'on a fait. De toute façon, le jour qu'on meurt, ce sera que les bonnes choses qu'on aura fait sur cette terre qui nous tiendront debout encore. Et qu'on pourra partir heureux. Même dans ton bouquin, on a un peu l'impression que tu repars même que sur ça, en fait. Que si tu avais tout le temps gagné, que tout serait bien passé, tu aurais moins eu la niaque, quoi, peut-être. Complètement. Déjà, je suis pas un battant naturel dans la vie. Alors, participe à ta niaque, quoi. Tout à fait. C'est ce qui m'a donné un côté un peu plus battant, un peu plus réaliste du monde, que je n'avais pas du tout quand j'étais boxeur. J'étais battant dans un ring, mais dans la vie, je me laissais porter. C'était bien, c'était beau la vie comme ça. Mais bon. La réalité te rejoint toujours et puis il faut apprendre à te servir de ces armes pour pouvoir combattre dans la vie. Et j'y crois. Et je vais te poser une question. Avec ton père, il n'est pas musicien, ton père? Non, mon père n'est pas musicien. Non, et toi, tu n'es pas musicien non plus? J'ai fait un peu de batterie pendant un certain temps. Et j'ai eu une guitare. Parce que tous ces voyages et toutes ces cultures qui t'ont traversé, j'aurais envie de faire de la musique. Ça pourrait faire en toi un bon mélange. Un sacré musicien, oui. J'aurais fait de la world music mieux que personne. Mais tu sais, des fois, la musique, on l'a dans la tête. Il suffit d'être bien accompagné et elle sort de ta tête. Les mecs, s'ils t'aiment, ils font la musique que tu as envie. Moi, j'ai la chance de vivre comme ça. Et je te souhaite que ça t'arrive parce que j'imagine que tu as été nourri de... Qu'est-ce que tu écoutes chez toi, par exemple, comme musique écoute, quand j'ai grandi à Madrid, quand j'étais gamin avec mes parents, c'était beaucoup de musique latino, effectivement, beaucoup de l'époque funky, blues des années 70 aux États-Unis, 60-70.
Et ensuite, moi, j'ai dévié totalement dans quelque chose de bad boy, plutôt hard rock et compagnie. J'étais fan pendant des années de tout ce qui était AC/DC, Aerosmith. Quand tu étais au Liban, par exemple, au t'écoutais Liban, des c'était- musiques arabes Oui, à part Fayrouz et quelques musiques arabes libanaises qui sont très belles, mais bon, j'étais pas fan. C'est Non, pas mon ouais, truc, ça te- non. Moi, j'étais T'étais très hard, plus hein. musique urbaine. Ah oui, allons-y dur et pur et dur. Non, mais j'ai beaucoup d'influences musicales. Je suis très ouvert à tout style de musique. Maintenant, il y a celle que je reçois, c'est qu'on reçoit pas émotionnellement, comme tout le monde. Ouais. Mais Et j'aime tout donc, style si de tu faisais de la musique, tu ferais quoi? Tu ferais de la funk? Tu ferais quelque chose qui corresponde à ce serait du hard parolier. du hard, ouais. Ça serait Parolier, un peu. on fait du hard. Du blues hard. Tu ferais des plutôt. chansons de 3 minutes comme des rounds, des albums de Oh non, 12 peut-être un rounds. peu plus long, quand même, un peu plus long. Non, ça serait tout resterait dans l'esprit de. J'aime beaucoup du Johnny Hooker ou alors tous les anciens Led Zepp et compagnie. La vraie musique. Toute pour la moi. musique que j'ai jamais écoutée. T'as jamais écouté ça? Non, Ah ouais, t'as c'est raté con. quelque chose aussi. C'est pour ça c'est génial On d'écouter un peut peu pas de tout. discuter. Mais Laurent, il adore ça, mais c'est une lutte permanente. Il veut tout le temps passer ce bah, genre ça, de c'est trucs, grand du hard rock. Moi, classique. c'est proscrit. Attends, il y a c'est- un en ce super, moment, proscrit, c'est- attends, il y a un super là-dedans. Regarde. Non. Tu veux qu'on la passe? Le 6e. Vas-y, Non, passe la 6e. 7e. La 7e musique, attends, c'est un grand Donc, classique d'ACDC. C'est bien parce qu'il y a un boxeur sur le plateau que j'accepte qu'on passe du hard rock dans cette émission. Attends, tu vas voir ce que c'est comme hard rock. Bon, C'est ouais, du rock. Je vais me cultiver alors. Ah, là, cultive-toi Putain, ça totalement. va faire mal. En plus, la chanson dit c'est pas marrant d'attendre d'être un millionnaire. Ah ouais. Eux, ça va, ils sont tranquilles aujourd'hui. Eh ben vas-y, on voit Laurent. Bon, mais Et voilà, il nous a coupé à que c'était le rock à mon grand frangin. Il y a Daniel Jamais qui nous a rejoint. Ça va Daniel? Salut tout le monde. Ça va? Ouais, ça va. Est-ce que tu es fan de boxe toi? Je connais pas très bien la boxe. J'en ai fait un petit peu. À chaque fois, je me suis fait, Tu t'es fait bien exploser. latter. Et puis, Ouais. bon, ça m'a donné 2-3 tuyaux. C'est toujours bien. Non, à une époque, quand on tournait avec la Mano, on avait un pote qui était sur le backline et la régie et qui me donnait des cours de boxe. Alors, à chaque fois que j'arrivais sur le plateau, il me disait « Ta garde, ta garde !» Alors, il m'a fait travailler ma garde. Si bien que je crois que je peux me prendre des pains dans la gueule, mais j'arrive à en éviter certains. Par contre, pour donner, je suis pas terrible parce que dès que j'ouvre, je me prends une danse. On était en train de parler avec Fabrice, parce que je lui parlais de ses voyages, je lui demandais si ça l'avait nourri musicalement. Il me dit ouais, pas trop, parce qu'en fait, il a envie de faire du hard rock, tu vois. Il était au Liban, mais Ça il l'a fait fait du du hard partout. rock. Bon, Ça faire dit c'est hard bien, rock, mais. Je Tu- généraliste du rock, voilà. Et t'écris des paroles? Tu te la sens d'écrire des paroles? Je me sens d'écrire des paroles car j'ai de l'histoire, mais encore une fois, quand on n'a pas la tête, rien qu'à faire ça par passion, vaut mieux pas le faire. Mais qu'est-ce que t'en sais? Essaye. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas. Non, je sais pas, parce que tu trouves un peu une amertume dans tes. Depuis tout à l'heure, tu essaies de nous communiquer quand même une certaine amertume. Moi, je me mets à ta place, c'est vrai, si demain, moi, je suis plus chanteur, qu'est-ce que je deviens, par exemple? Tu vois? Ah bah, tu peux continuer la boxe jusqu'à 60 ballets, toi. Euh, Tu peux chanter jusqu'à 60 Ouais, ballets. ouais, non, de mais la boxe. tu sais, les chanteurs, on nous abandonne aussi, hein, comme. Il y a une vraie fatigue on a un peut-être côté de... torchon comme Oui, les oui, boxeurs, bien quoi. sûr, bien sûr. Donc je me pose vraiment la question, quoi. Et je pense que je pourrais pas aller faire de la boxe, mais toi tu peux faire de la chanson. Oui, je peux faire des chansons. serait une mais c'est première, parce en que tout T'as cas, un putain de boxeur vécu qui- et puis t'es un showman, quoi. Moi je t'ai vu dans le C'est temps, gentil, tu merci. m'es resté dans la tête l'image du petit Bénichou. Il était trop mortel, le Bénichou, on le ratait pas quand il était à la télé, quoi. C'était Avec son short c'était 2 fois plus grand Bénichou, pour lui. ouais, c'était Bénichou, mais ça donnait de l'intérêt à la boxe parce qu'au moins il se passait quelque chose. T'avais pas l'impression que c'était deux bœufs en train de se taper Tu te dessus. faisais pas chier, c'est sûr. Tu te faisais pas chier, voilà, c'était. Donc moi, j'imagine que sur scène, on se ferait pas chier avec toi. Il y avait Non, des, tu vois, des bah, mannequins il y a des qui... chansons. Et si hein si t'avais un bon groupe, je suis sûr que tu ferais un putain de spectacle. Oh, j'ai déjà chanté sur scène avec les Blancas, avec Sepultura aussi au Brésil. Une fois, j'ai chanté Ah avec ouais eux. ouais. Tu vois que tu as déjà une vie d'autres, rock'n'roll. Quelques groupes avec qui je me suis amusé, bien entendu. Mais bon, amusé, voilà. Sepultura, c'est pas n'importe quoi. S'il vous plaît. Oh, for Terry Putain, il devait se gargariser la gorge. Il va savoir quoi. Attends, ça te dérange pas
Enfin, t'as dû prendre un peu trop de coups pour adorer le hard rock comme ça. Enfin, c'est- j'adore je pas. veux que ça comme- C'est vrai je veux que ça comme C'était le mot de la explication. c'est vrai que Manon, Sepultura, c'est pas vraiment de la musique. On me fait des grands signes, il faut terminer cette Il faut émission. C'est terminer, con. on va reparler commencer à du se marrer. bouquin. En tout cas, faut Bah, c'est vrai, faut que les gens le lisent. Faut que les gens le lisent. Ouais. C'est un livre de Fabrice Bénichou moi qui m'a bien plu, quoi. Il m'a pas fait chier. Il y a eu un côté. C'est pas de la. C'est pas. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Blaise Sandrard. Par le côté que tu passes un moment avec un mec qui te raconte tranquillement les choses comme elles sont et puis sans pathos. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a des choses effectivement qui sont racontées sans c'est pas gluant, tu vois. Écoute, c'est quelque part une vie d'artiste que j'ai eue. Voilà, c'est une vie d'artiste. Je sais pas si tu as eu Une l'occasion de grande lire. vie de liberté. Je sais pas si tu as eu l'occasion de lire Les Enchanteurs de Romain Gary. Non, moi je lis rien. Je lis que des oui. livres de boxeurs, tu sais. Et bon, justement, si Romain Gary, tu prends Les Enchanteurs, c'est un livre qui se rapproche dans l'esprit de vie. C'est-à-dire des artistes. Et la vie de mon père, et je prends la vie des enchanteurs, c'est tout à fait ça. Je suis obligé de te couper. Ouais. Bon, allez, on va se faire au revoir On fera les une autre. filles. Salut tout le monde. Et à la semaine prochaine, je sais pas qui c'est qu'on a. Merci. On aura bientôt Kent dans le mois d'avril qui va arriver nous présenter son dernier album, L'Homme de Mars. Allez, ciao tout le monde. C'était Smoke City. Ciao. Smoke City. Salut, Fabrice.